autre webinaire à Mavis. Alors, il n'y a rien à gagner malheureusement sur ce sujet-là, mais peut-être tout à l'heure je ferai un autre jeu concours au cours du webinaire. Alors restez bien attentifs, vous allez peut-être pouvoir gagner quelque chose de très intéressant. Le suspense est à son comble, que va-t-il nous proposer? Alors bonjour à tous et à toutes. Merci d'être présents pour ce webinaire sur le marketing et la data. Donc, votre marketing est-il data ready? Je vais maintenant... parfait, merci Philippe. J'ai vu que l'enregistrement a été lancé. Je vais fermer le petit sondage sur le webinaire. Voilà, merci de votre participation sur ce sondage. Donc, votre marketing est-il data ready? Cet épisode 5 s'inscrit dans le cadre d'une saga qu'on a commencé en fin d'année passée sur la transformation digitale. Je vais y revenir dans quelques instants. Alors, il faut que je clique, je crois, la première fois. Voilà, j'ai juste un petit souci. Voilà, ici. Voilà, transformation digitale. Donc, on est dans un contexte d'organisation, dans un contexte de processus. On a également affaire à du savoir-faire, du savoir-être et du savoir. Donc, on va gérer de la relation humaine et ça, c'est important dans le cadre de cette transformation digitale. Bien sûr, on a affaire à des aspects technologiques. Bien souvent, la technologie, d'ailleurs, masque les aspects processus, les aspects organisationnels et les aspects de savoir, de comportement humain, parce que pour que tout cela fonctionne, il faut qu'il y ait une acceptation et une mise en œuvre du changement, de la transformation. Donc, il s'agit bien d'une transformation digitale qui bouscule les habitudes. Alors, bien sûr, pour le consommateur qui est demandeur, mais également au sein de l'entreprise qui doit s'adapter à ces évolutions. Alors, on a déjà abordé donc l'épisode 1 qui était la stratégie d'entreprise, qui doit conduire en fait à la vision globale et qui va mener l'ensemble des troupes et qui va permettre de motiver et de garder donc sur un cap un certain nombre de... Alors, ceux qui ont des déconnexions, merci de couper la caméra parce que du coup, ça va vous permettre de libérer de la bande passante. L'épisode 2, c'est le mode projet. Mode projet qui est un mode collaboratif, un mode inclusif et qui va permettre à l'ensemble de l'entreprise d'œuvrer dans le même sens. Et ça, c'est stratégique, c'est vraiment très, très important parce que la transformation digitale bouscule beaucoup d'habitudes et nécessite une collaboration vraiment de l'ensemble de l'entreprise. L'objectif et les roadmaps sont également très importants pour pouvoir avancer, mesurer, évaluer, etc. et pour savoir où on va, pour conserver la motivation des troupes. Et puis, on avait parlé le précédent webinaire de Smart Data. Je vais y revenir rapidement pour faire une petite synthèse. Et puis là, aujourd'hui, on aborde la Data Ready. Et vous pouvez retrouver donc sur la chaîne des webinaires Amalis l'ensemble de ces précédents épisodes en replay. Et puis, vous trouverez des compléments d'information sur le blog du Data Management donc d'Amalis. Alors, la Smart Data, c'est est-ce que ma donnée est utile? Donc, est-ce qu'elle est utile pour moi? Alors, utile pour un marketeur, ça peut ne pas vouloir dire utile pour les ressources humaines, pour le SAV ou pour un financier, par exemple. Quelle est sa valeur? Donc, quelle est sa disponibilité en termes de réglementation? Est-ce que j'ai le droit de conserver et d'exploiter cette information? Donc, ça, c'est quelque chose qui évolue très fortement aujourd'hui avec le règlement général sur la protection des datas qui, je vous le rappelle, est entré en application au 1er mai 2016 pour tous les nouveaux traitements et qui rentrera en application pour l'ensemble des traitements sur une base de données à partir du mois de mai 2018. Donc le mois de mai 2018, c'est prochainement. Hein, il nous reste quelques mois pour se mettre en conformité et on a d'ailleurs traité d'un webinaire sur le sujet parce que il vous reste qu'une dizaine de mois, un peu plus d'une dizaine de mois pour vous mettre en conformité et le chantier est tout de même important. Donc le DPO, le Data Protect Officer, qui va remplacer le correspondant informatique et liberté, a un certain nombre de tâches à assumer pour pouvoir valider donc un nouveau registre CNIL et s'assurer que vous puissiez bien utiliser, exploiter l'information. Donc, l'enrichissement de cette information est souvent aussi nécessaire. Les mises à jour régulières font partie
de cette smart data, donc qui va rendre l'information pertinente pour une utilisation marketing. Des agrégats, parce que l'information à l'état brut n'est pas toujours, la data à l'état brut ne donne pas toujours l'information nécessaire qui va nous permettre d'en tirer des enseignements. Et puis quelque chose de fondamental aujourd'hui, parce que on a une multiplication des vues du client selon les différents systèmes d'information qui coexistent dans l'entreprise. C'est cette vision, cette fameuse vision unie du client dont tout le monde parle et qui est si complexe à obtenir, notamment pour les marketeurs dans l'entreprise, parce que, encore une fois, on a un certain nombre de choses qui sont disséminées. Donc, avec la smart data, avec le data ready, pardon, on passe dans un mode vraiment opérationnel pour simplifier l'accès à la donnée pour les utilisateurs et notamment les marketeurs. Donc, cette accessibilité pour des traitements marketing, elle va se construire autour souvent de ce qu'on appelle un référentiel client unique ou d'un data mart. Alors, on a plusieurs sources, vous le voyez ici sur ce petit schéma d'information qui coexiste. Donc, au travers de processus, on va construire ce data mart spécifique pour les marketeurs. Alors, on pourrait avoir un data mart pour le SAV que j'évoquais tout à l'heure, pour les gens qui font de la finance ou autre, parce que les analyses ne seraient pas les mêmes et donc les données ne seraient pas les mêmes. Donc, c'est ce qu'on va détailler là dans les diapos qui suivent. Donc, des données de qualité, qu'est-ce que c'est? Alors déjà, on a une première notion qui fait que, est-ce que mes données sont précises et est-ce qu'elles sont exactes? Alors, je fais une distinction entre précise et exacte, et pour l'illustrer, cette distinction, je vais prendre le cas d'une adresse, par exemple, avec ce petit tableau qui montre comment une adresse doit être structurée. Une adresse postale répond à une norme très précise, elle répond à des contraintes, etc. Et théoriquement, dans une base de données, on devrait avoir 4 lignes d'adresse plus le code postal ville. Pourquoi? Parce que vous voyez sur ce tableau, on a illustré une adresse très complète, avec un appartement, une résidence, un immeuble, un chef-lieu, un lieu-dit, pardon, et puis un code postal ville. Vous voyez que dans la plupart des bases de données, on a souvent beaucoup moins de lignes que ces 5 lignes. Là, ici, on en a parfois 4, on en a souvent 3, et on en a encore plus souvent 2. Et vous voyez que, compte tenu de l'information que j'ai pu mettre ici, lorsque j'ai 5 lignes, je ne peux pas rentrer ces 5 lignes lorsque j'ai uniquement 2 lignes d'information. Donc, je perds de l'information et du coup, cette information devient beaucoup moins précise. Pourquoi? Parce que j'ai perdu tout un tas d'éléments. Donc, la précision ici, c'est d'avoir la capacité de renseigner l'ensemble des éléments nécessaires. Est-ce que l'adresse est exacte? L'adresse peut être vraie d'un point de vue postal, géographique, elle est existante, mais est-ce que mon client, il habite bien toujours à cette adresse-là? Ça, c'est l'exactitude. D'accord? Voilà donc pour ce qui est de la précision et de l'exactitude, et c'est vraiment quelque chose qu'on va devoir contrôler au fur et à mesure. Ensuite, est-ce que je vais avoir un taux de remplissage de mon information suffisant pour l'exploitabilité? Est-ce que je vais avoir assez de données? Alors pour illustrer ça, j'ai pris aujourd'hui ce que tout le monde connaît avec les photos numériques. Et voilà, j'ai une photo numérique qui est très très pauvre, qui a été dégradée, donc il manque beaucoup de data dedans. Et aujourd'hui, si je vous disais maintenant, là, qui peut me donner la description de cette image? C'est difficile parce qu'il manque vraiment trop peu de data. Si j'augmente la densité d'informations sur cette image, vous voyez que globalement, il commence à se dessiner un paysage. Alors, je pourrais faire un jeu concours ici, c'est dites-moi d'où vient cette photo, et puis quel est le photographe qui a pris cette photo avec quel type d'appareil. Et pour les questions subsidiaires, pour départager les gagnants, je pourrais demander le téléphone mobile du photographe. Bon, vous voyez qu'ici, là, on a encore très peu d'informations, pas suffisamment d'informations pour définir. Muraille de Chine, eh bien non, c'est bien tenté, Anne, mais ce n'est pas la muraille de Chine. Alors, je vais ajouter un tout petit peu plus d'informations. Vous voyez, on va remplir un peu plus l'information. Et je vais ici, voilà, vous voyez, ça se précise, c'est un petit peu plus net. Donc, on a rajouté de l'information. Et donc là, je peux vraiment prendre une décision. Je peux vraiment dire, tiens, ça ressemble à... Est-ce que quelqu'un dans la salle a la réponse? C'est pas la muraille de Chine. Alors, je rajoute, regardez bien, je vais rajouter juste un tout petit peu plus d'informations. Ça, c'est pour vous dire que parfois, ça ne sert à rien d'aller chercher trop d'informations parce que regardez, là, j'ai une image qui est quand même un petit peu dégradée, qui n'est pas très lourde. Et puis, je vais en mettre une qui n'est, voilà, c'est le Colorado. Merci Marine.
Et donc voilà, j'ai augmenté encore un tout petit peu plus et vous voyez qu'on n'a pas gagné grand-chose. Donc parfois, ça ne sert à rien d'avoir trop d'informations, hein. Il faut en avoir suffisamment, mais pas trop. Donc il va falloir doser entre est-ce que j'en ai suffisamment, pas suffisamment. Et là encore, on est sur une définition qui n'est pas une définition HD de l'image. Voilà. Donc la définition HD de l'image m'apporte pas forcément quelque chose de supplémentaire lorsque je la regarde notamment sur un écran d'ordinateur. Alors, ces données de qualité, on va leur apporter un certain nombre de traitements pour les normaliser et les mettre au bon format. Alors, sur la date, le téléphone, l'email, les codes de civilité, ça c'est quelque chose qu'on rencontre couramment dans les fichiers où on a des problèmes. Figurez-vous qu'une fois, nous a donné un fichier dans lequel on avait 28 formats de dates différents. Ça ne veut même pas que c'était possible de rencontrer autant de formats de dates différents et ça nous a posé vraiment des soucis parce qu'il a fallu tout harmoniser pour pouvoir comparer l'information et puis pour pouvoir traiter cette information. Le téléphone aussi, ça peut se normaliser. Il n'y a rien de plus désagréable que d'avoir des numéros de téléphone qui sont présentés de formes différentes et qui du coup ne peuvent pas être utilisés de façon automatique avec les smartphones ou avec des outils qui vont permettre de composer automatiquement un numéro de téléphone. L'email répond aussi à un format très précis de syntaxe. Le code de civilité, là aussi, on peut avoir des choses qui soient mises en libellé en clair, alors que le mieux pour vraiment distinguer monsieur, madame, voire mademoiselle ou d'autres types de civilité, c'est d'avoir une table qui permet de vraiment codifier la civilité pour pouvoir faire derrière ces sélections d'une part et puis aussi ces personnalisations, parce qu'on est quand même aujourd'hui à l'heure de la personnalisation. Le code fonction dans les entreprises, c'est quelque chose de stratégique parce que tous les marketeurs qui travaillent en B2B ont cette difficulté de cibler précisément donc un niveau de responsabilité et un niveau de service du type l'informatique, chef informatique, directeur informatique, responsable IT, etc. Tout ça, ça va être un même niveau de responsabilité dans un secteur d'activité similaire qu'est l'informatique. Alors on pourrait avoir des déclinaisons supplémentaires, mais là aussi, les libellés ne sont pas toujours faciles à sélectionner. Donc pour ça, on va devoir faire rentrer dans cet aspect de normalisation. Alors cette normalisation, elle va s'accompagner de validations qui peuvent se faire via des référentiels. Alors des référentiels, on en a plusieurs types. On a des référentiels géographiques que par exemple nous fournissent des TomTom, notamment des Google, voire la Poste dans un certain nombre de pays. La Poste édite des fichiers qui vont permettre de traiter automatiquement le courrier. Sachez qu'en France, la Poste est la plus automatisée du monde, une des plus automatisées du monde, et qu'on a un grand nombre de référentiels qui nous permettent de contrôler l'adresse, selon l'exemple que je vous montrais tout à l'heure. On a également l'annuaire téléphonique, on a des annuaires d'entreprise avec l'INSEE notamment qui vont permettre de valider que les gens, les entreprises sont bien toujours à cette adresse-là, que les coordonnées sont bien celles-ci. Donc on s'appuie sur des référentiels extérieurs, mais ça peut être également bien sûr des référentiels internes et propres et définis par l'entreprise. C'est d'ailleurs dans ce cadre-là qu'on travaille sur la RNVP adresse. Vous avez peut-être entendu parler de ce terme qui est très important parce que lorsqu'on normalise des adresses, c'est un outil qui va nous faciliter la comparaison pour l'unicité et les dédoublonnages dans l'entreprise, enfin de nos fichiers. Contrôle de cohérence, est-ce qu'on peut avoir de la cohérence sur des dates? Alors oui, on a eu un client une fois qui nous a donné un fichier dans lequel 100% des dates de naissance étaient bonnes, enfin étaient remplies. Et on s'est rendu compte qu'on avait 80% des dates qui commençaient par un 01, donc qui commençaient au premier du jour. Alors quand ça commence au premier, 80% des dates commencent au premier du mois, on s'est interrogé, on a questionné le client et il s'avère qu'il y avait un utilisateur dans le groupe projet et heureusement et qui a dit ah oui, les utilisateurs ont pour habitude, lorsqu'ils n'ont pas cette information, ils ne la demandent pas forcément, ils demandent le mois et l'année pour aller plus vite et ils mettent le premier du mois parce que ça leur fait gagner du temps. Voilà. Donc, contrôle de cohérence sur ces dates. Est-ce que la date de mise à jour de la fiche est antérieure à la date de création, par exemple? Voilà le type de contrôle qu'on peut assurer. On peut assurer aussi des contrôles entre les civilités et les prénoms, par exemple. L'exercice est déjà plus délicat. Contrôle technique, typiquement pour l'email, on peut en temps réel
bien sûr en temps différé également, contrôler que le serveur de messagerie existe bien et qu'il répond bien. Voilà. Donc ça, ce sont des contrôles de type technique qu'on peut réaliser aujourd'hui relativement facilement pour pouvoir s'assurer que l'information est bonne. L'unicité de dédoublonnage, rien de pire que d'avoir des doublons dans sa base parce que on pourrait avoir, d'une part, on n'a pas une vision complète du client, donc les analyses qu'on va pouvoir faire seront partielles, et d'autre part, on va pouvoir contacter un client par erreur en tant que prospect ou et réciproquement. Donc les messages diffusés ne seraient pas cohérents. Alors, ces données doivent être exploitables, c'est-à-dire qu'on va devoir les recodifier, notamment, je pense à des libellés produits qui ne nous donneraient pas qui ont une granularité trop faible, en fait, ou trop forte, typiquement pour des marketeurs dans le domaine de l'automobile. Si on doit intervenir sur des libellés produits dans la facture, ça c'est un cas auquel je suis confronté là récemment et depuis pas mal de temps, c'est que dans le marketing, au marketing, on a besoin de sélectionner pour des révisions, pour du freinage, pour etc. Et bien évidemment, comme dans les factures, on a d'autres produits qui sont non codifiés ou non codifiables, c'est difficile d'extraire l'information pour la sélectionner. Les libellés de fonctions, j'en ai parlé tout à l'heure. Des agrégats, pourquoi? Parce que vous avez entendu parler de typologie, récence, fréquence, montant notamment. Donc ça, ce n'est pas de l'information qui est disponible à l'état brut dans les logiciels de RP ou de facturation. Donc on va devoir la compiler pour qu'au marketing, on puisse savoir quel est le dernier achat, quelle est sa fréquence d'achat et quel est le montant cumulé de l'ensemble de ces achats pour avoir une notion même de valeur client. Hein. On peut avoir des comptages et des sommes qui vont permettre d'agréger en fait cette information pour l'exploiter d'une façon beaucoup plus directe. On peut faire des calculs de marge pour, par exemple, avoir la valeur du client. Donc, vous voyez, on prépare l'information qui n'est pas disponible telle qu'elle. On va la préparer dans un data mart pour la rendre immédiatement opérationnelle pour le marketeur. Donc, ce modèle de données, il doit être exploitable pour des utilisateurs qui sont, même s'ils sont technophiles, ne sont pas des ingénieurs en informatique, qui ne vont pas faire de programmation. En plus, ils ont besoin de temps réel. De plus en plus, on a besoin de temps réel. Donc, il faut vraiment que cette information soit immédiatement disponible. Et puis, il faut tenir compte de toute une volumétrie. Ces données doivent être vivantes et ça s'appuie sur des processus qui vont être temps différé et temps réel et bien sûr sur une sensibilisation et une formation du personnel parce que tous les gens qui sont en contact dans l'entreprise avec le consommateur, avec le client, vont avoir des opportunités de mise à jour de l'information et quand bien même ils ne sont pas en contact direct avec le consommateur, l'information circule dans l'entreprise et si cette circulation de l'information ne peut pas se faire correctement du fait qu'elle est erronée à un moment donné ou parce qu'elle n'est pas traitée correctement par un opérateur qui n'en a pas forcément l'utilité, donc il se dit bah, moi j'ai pas l'utilité de cette information, donc peu m'importe sa saisie, peu m'importe la qualité de ce que je vais mettre dedans, forcément derrière ceux qui vont l'exploiter ne vont pas s'y retrouver et donc il va falloir vraiment sensibiliser et former l'ensemble du personnel aujourd'hui à la nécessité de bien gérer l'information. Alors, les données sécurisées, ça c'est une grande évolution du RGPD, c'est la protection, puisque plus les données sont digitalisées, plus elles sont exposées au piratage. On a fait un webinaire le mois dernier sur le sujet. Il est vraiment stratégique aujourd'hui de se préoccuper de toute la sécurisation de l'ensemble de la chaîne d'information, parce que même si vous pensez que vos données ne sont pas stratégiques, elles n'intéressent pas vos concurrents, elles intéressent la cybercriminalité qui va vous rançonner éventuellement, même en cryptant vos données, et va vous rançonner pour pouvoir vous permettre de les réexploiter derrière. Ça, c'est très à la mode, et puis la cybercriminalité n'est pas vraiment punie, donc voilà. Alors, je vais répondre aux questions juste après un petit sondage supplémentaire que je vais vous proposer sur vos différents projets actuellement au sein de vos entreprises. Alors, je vous remets le petit sondage. Quels sont pour vous, quels sont pour vous les sujets prioritaires? Alors, quel est le projet prioritaire dans votre transformation digitale
à l'issue de ce qu'on vient d'évoquer? Est-ce que c'est de définir une stratégie d'entreprise? Est-ce que c'est de définir des objectifs? Est-ce que vous en êtes à la partie qualité de données? Est-ce que vous en êtes à la constitution d'un data mart ou d'un RCU pour rendre plus accessibles vos données? Est-ce que vous en êtes à adapter les processus parce que finalement, suite à vos précédentes études, vous vous êtes rendu compte qu'il y avait des choses à modifier avant même d'intégrer de la technologie? Est-ce que vous en êtes à l'évaluation et les mesures de l'existant, voire de ce qui a été mis en place déjà au niveau technologique? Stratégie. Alors, vous pouvez voter là directement sur le sondage. Je répondrai, Eva, à votre question là dans un instant. OK. L'adaptation des processus également. Parfait. Merci. Donc, je laisse le sondage sur le côté. Vous le voyez toujours. Et je continue avec Amavis Data Management. Donc, on a une approche globale du sujet qui est à la fois transversale au niveau organisation humaine et technologique, comme je l'évoquais tout à l'heure, et qui se fait également selon 3 métiers, c'est-à-dire un aspect marketing commercial, un aspect système d'information et un aspect réglementaire. Donc, on a vraiment une vision holistique de la totalité du traitement de l'information et du data management dans l'entreprise. On a un métier de conseil, d'éditeur et d'intégrateur, donc sur la partie qualité de données, avec un certain nombre de prestations, bien sûr, qui vont du conseil jusqu'à la prestation corrective avec des solutions diverses et variées. Et puis, on intervient aussi sur l'hébergement et l'infogérance de bases de données au travers de la constitution et l'hébergement de référentiels clients uniques, de CRM et de business intelligence. Voilà, avec des analyses descriptives, prédictives de parcours client. Donc, vous voyez que pour en arriver là, on a besoin d'avoir réalisé en amont ce qu'on a évoqué à l'instant, c'est-à-dire tout ce qui est du data ready. Voilà. On intervient bien évidemment sur l'ensemble des secteurs d'activité parce que tout le monde est concerné, y compris Pôle emploi, est concerné par la qualité de l'information et le fait d'avoir des données opérationnelles. Juste un petit mot pour vous dire que le prochain webinaire, c'est le 5 juillet. Ça concerne les formulaires e-commerce parce que j'ai parlé tout à l'heure de processus batch et de processus interactif. Donc, on va aborder ces sujets-là au travers des formulaires. Comment, dans le cadre de la collecte de données, simplifier la saisie et garantir la qualité de l'information qui est saisie. Voilà. Donc, merci pour le sondage et je vais maintenant répondre à vos différentes questions. Alors, vous avez un petit bouton, théoriquement, qui va vous permettre de vous inscrire directement dans la salle. Moi, je ne le vois pas, ce bouton, mais vous l'avez au-dessus de l'écran, en haut, qui vous permet de vous inscrire pour le webinaire du 5 juillet sur la collecte de l'information et la qualité de l'information, comment simplifier cette collecte de l'information pour, d'une part, fluidifier l'expérience client, mais également donc garantir la data. Alors, est-ce que le message principal est de dire qu'il faut toutes ces données dans notre CRM pour chaque fiche client? Alors, toutes les données, oui, qui vous sont utiles, Eva, et c'est pour ça que la partie Smart Data, qui est l'épisode précédent, l'épisode 4, est important, parce qu'il faut définir quels sont pour vous, selon vos objectifs marketing, selon votre utilité marketing, et bien sûr, le CRM ne sert pas qu'au marketing, il sert aussi aux commerciaux, mais quelles sont les informations dont vous avez besoin pour pouvoir gérer vos campagnes, gérer vos analyses, gérer votre BI, modéliser le comportement client pour pouvoir le prédire. Donc, à partir du moment où vous avez fait cette définition de vos besoins, on va pouvoir rentrer dans comment est-ce que j'agrège cette information, comment est-ce que je la calcule. Typiquement, on trouve rarement, d'ailleurs, dans les CRM, la notion de valeur client. C'est une valeur client qui se calcule sur la marge et qui se calcule également sur une probabilité que le client reste au sein de l'entreprise client pendant un certain temps. En général, c'est 5 ans. Alors, on peut faire des lifetime value, comme on les appelle, à plus long terme, mais c'est 5 ans en général. Donc, on va pondérer par une probabilité. Donc, tout ça sont des données qu'on peut calculer pour pouvoir ensuite hiérarchiser nos clients, tout comme on le ferait typiquement avec une typologie PMG, petit, moyen, gros client. Ça revient à dire j'ai des clients or, des clients argent ou des clients bronze. Et donc, je vais pouvoir, en fonction de cette classification, adapter ma communication, mes modes de communication, mes médias de contact en fonction de qui ils sont. Donc oui, en fonction de ce que vous avez défini, il va falloir intégrer au CRM. Alors,
Il y a une possibilité également, c'est que parfois on n'a pas la capacité de pouvoir modifier son CRM. Donc la solution peut constituer à créer un data mart en dehors du CRM, c'est-à-dire que le CRM va devenir un des éléments qui vont apporter de l'information dans le data mart. Est-ce que, Eva, ça répond à votre question? Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci, Eva. Voilà, donc je vous rappelle, vous pouvez revoir les précédents épisodes, hein, ils sont tous en replay sur notre chaîne. Vous l'avez ici, la chaîne Data Management, hein, chaîne, c'est Amabis-Data-Management. Alors, Frédéric, oui, nous avons des outils. Alors, on a des prestations et des outils et des services, en fait, hein, parce que là, sur tout ce qui permet de fiabiliser l'état civil, vous parlez de civilité, de date de naissance, je suppose, même de prénoms éventuellement, parce que parfois, on a des prénoms qui peuvent comporter des fautes d'orthographe et là, c'est plus compliqué, bien sûr, à définir, parce que en termes de prénoms, on a un petit peu tout. Et alors, sur la partie prénom français, on est beaucoup mieux outillé que sur des prénoms qui seraient de type asiatique, où là, il n'y a pas de sein, il n'y a pas de table officielle, on va dire, entre guillemets, de prénoms. Sur l'adresse postale, oui, on a tous les outils. On a des outils homologués d'ailleurs par le service national de l'adresse pour garantir à la fois en saisie temps réel, et c'est ce qu'on présentera dans le prochain, enfin, on présentera un de ces éléments dans le prochain webinaire du mois de juillet. Et puis, on a des outils temps différés, c'est-à-dire pour normaliser les adresses pour qu'elles soient à la fois aux normes postales au sens de la poste, et puis à la fois cartographiées géographiquement pour fournir, par exemple, des XY, donc des coordonnées de latitude, longitude, qui vont permettre soit de positionner sur une carte l'adresse, soit de faire des zones de chalandise, de faire des calculs de distance isochrone, etc., donc des calculs marketing. Et puis, on peut également affecter des codes iris. On a des clients qui se servent de cette affectation des codes iris pour positionner ou distribuer par rapport à un magasin, par exemple un entrepôt ou autre, pour positionner le prospect. Et puis, ces quartiers iris, la notion d'iris est familière à tous. L'Iris, c'est un quartier de 2000 habitants qui est régulièrement revu par l'INSEE en fonction des recensements et qui permet d'agréger des populations sur des zones, des populations homogènes en termes de CSP, en termes d'impôts, etc. Donc c'est à partir des données de recensement et des données de la Direction générale des impôts que sont calculés ces iris, et du coup ça fournit des informations au marketing pour pouvoir dire, ben voilà, les populations sont plutôt de ce type-là ou de ce type-là. Donc lorsqu'on n'a pas trop d'informations sur ces consommateurs, on a la capacité d'aller enrichir en iris et donc d'aller acquérir des informations extérieures sur la base des iris. Frédéric, ça répond à votre question? Donc là, encore une fois, c'est outils, mais c'est services, hein, c'est prestations et services. Alors, la distinction entre prestation et service, c'est qu'en prestation, vous nous confiez par exemple un fichier et on va le traiter pour vous, on va vous le rendre, c'est ponctuel. Le service, ça peut être soit du différé, soit du transactionnel, du temps réel, et là, c'est parce que vous avez un besoin récurrent, soit qui est selon une fréquence qui pourrait être mensuelle, trimestrielle, etc., soit selon une fréquence qui peut être quotidienne, voire à l'heure, notamment lorsqu'on saisit sur un formulaire web, dans un formulaire d'e-commerce, un client saisit une adresse, on va la contrôler en temps réel. Ce qui va faciliter derrière la logistique. Chronopost, par exemple, utilise nos solutions pour optimiser les tournées de livraison, parce qu'à partir de la codification XY de l'adresse qu'on leur fournit, ils peuvent rentrer ça dans un logiciel d'optimisation de tournée. On a un certain nombre d'e-commerçants, comme Planté Jardin, comme Redoute ou autres, qui, lorsque l'information est saisie dans le formulaire, vont normaliser en temps réel l'adresse, parce que ça va simplifier derrière la chaîne logistique. Notamment, il y a
il y a des entreprises de logistique qui ne traitent pas pour le B2B des adresses CEDEXC. Donc, une adresse CEDEXC, c'est par exemple une boîte postale avec un CEDEX, et quand vous avez un Marne-la-Vallée CEDEX, vous n'avez pas d'adresse géographique, donc on ne peut pas livrer l'entreprise, puisqu'on ne peut pas livrer un CEDEX en fait. Enfin, la Poste peut livrer un CEDEX, mais le transporteur, non. Donc ces plateformes refusent les adresses CEDEXC, donc on doit les transformer, faire une correspondance entre l'adresse dite postale CEDEXC et l'adresse géographique, donc physique de l'entreprise. Voilà, je pense, Frédéric, qu'on a fait le tour un petit peu de la question. Voilà, je vous remercie en tout cas de votre attention. Si vous avez une dernière question, c'est le moment. C'est un plaisir pour moi d'animer ce webinaire à vos côtés. Sachez qu'il reste 2 épisodes qui auront lieu à la rentrée. Donc, il reste un épisode 6 et un épisode 7 à cette saga de transformation digitale. Donc, on va faire un petit teasing. Je vais faire comme au cinéma. On ne va pas tout de suite tout vous dire. Mais moi, je vous donne rendez-vous donc pour le 5 juillet sur les formulaires e-commerce. On abordera la cohérence du système d'information marketing au mois de juillet également. Ça sera un petit peu plus tard, ça sera le 11 juillet de mémoire. Et puis, vous aurez donc à la rentrée les épisodes 6 et 7 de cette saga transformation digitale. En attendant, je vous donne rendez-vous sur notre site blog amabis.com et puis sur la chaîne Data Management pour le replay. Sachez que le diaporama va être en téléchargement dans quelques instants, le temps que je le poste. Vous allez pouvoir le retrouver. Bien évidemment, on reste à votre disposition. Et puis, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt. Merci. Au revoir.